Mais vous vous rendez compte, on est vraiment dans le docteur Mengele, quoi. Faut arrêter de tomber et de se soumettre aux injonctions abominables des militants LGBT. Bonsoir. Il a besoin d'une entrée de star. Faut une entrée. Faut soigner son entrée même. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième émission officielle, troisième émission officieuse de Faut qu'on en cause. Donc on a décidé, vous allez le comprendre pourquoi, de se retrouver face aux Caten qui sont juste derrière nous. À la gloire de la mondialisation. À la gloire de la mondialisation et du grand capital. La marche des fiertés s'arrête ici tous les ans. Et aujourd'hui, on va parler questions queer, LGBT, féminisme, questions de transidentité, parce qu'il y a une actualité assez fournie sur le sujet. Et c'est la première fois qu'on accueille des invités dans l'émission. Avant de présenter les invités, vous n'allez pas oublier que, voilà, 1, 2, 3, 4 micros, 5 chaises de camping, 2 caméras, du montage, des ordi, ça coûte du pognon. Donc, il faut donner de l'argent. Donc, comme d'habitude, il y aura le petit lien en dessous dans la description. Et donner de l'argent, ça va nous aider. Et plus on aura de moyens, on pourra faire encore plus de choses. Allez, commentez, abonnez-vous et tout ça. Voilà. Et c'est parti. Eh bien, écoute, vas-y, je te laisse présenter nos invités, après on rentre dans le dur des sujets. Non, moi ce que j'aime bien, c'est quand nous on s'est présenté nous-mêmes, je te rappelle. Non, alors moi c'est une règle que je déteste, c'est règle de journaliste de droite, de présentez-vous, comme ça j'ai pas à faire mon travail. Donc tu vas montrer que tu as travaillé. Je m'en vais. Oh bah alors Pitchounette. T'as appelé Pitchounette, moi je trouve ça doit être. Moi je suis Pitchounette. Non mais nous les gens, c'est bon, ils nous ont vus 2 fois avant, 3 fois ils en ont marre. Donc vas-y, je te laisse présenter nos invités. Ok, écoute, je commence par toi Axel. Tu es chef de file à la France Insoumise. Ça s'est bien passé d'ailleurs, la présentation des chefs de file de la France Insoumise. Il me semble que ça a été relayé partout nationalement. On a même fait la une du Paris Normandie donc. Ensuite il y a Livio. Oui. Toi, tu es président de la Marche des Fiertés. Comment je peux... Oui, toujours, mais pour le coup, je quitte le poste de présidence de l'association. Donc, je savais pas où est-ce que ça en était de cette... Et comme tu as demandé aux invités, passe à préparer l'interview avant, tu sais comment les présenter. Non, en vrai, 10 minutes, là. Actuellement, oui, je suis toujours président de la marche, mais je quitte le poste, mais ça ne change pas l'aspect, par contre, militant sur les questions queer au niveau Havrais et localement, parce que je suis dans les 2 associations, la Poudrière et la Marche des Fiertés, qui existent au Havre, qui ont existé avant mon arrivée, d'ailleurs, puisque c'est grâce à ça que je suis rentrée dans la militance au niveau local. Très bien. Et militant du Havre des Luttes. Et militant du Havre des Luttes, oui, c'est vrai. Et militant du Havre des Luttes aussi, j'en fais partie. Trop de collectifs. Oui, mais c'est bien, il faut s'engager. On le répétera jamais assez. Et toi, Zoé, qu'est-ce que tu es quel est ton poste? Tu es à la Marche des Fiertés? Pareil que Livio, Marche des Fiertés Poudrière, peut-être bientôt présidente. Aussi militante au Havre des Luttes et aussi membre du collectif L'Étincelle, qui est un collectif tout nouveau de drague havrais. Que ce soit dans l'actualité internationale, nationale et même locale, on va y venir dessus, il y a un grand backlash qu'on pourrait nommer de réaction sur le genre, on va dire large, parce qu'aujourd'hui on va parler de questions queer, de questions féministes, on va même aller voir un petit peu plus loin parce qu'on va y voir des liens aussi avec l'islamophobie qui est actuellement dans le pays et tout ça. Merci d'être là ce soir. L'information qui a fait qu'on s'est dit, bon allez, on se plonge tête dedans, on lance un premier échange là-dessus, quitte à en faire d'autres, c'est l'annonce qui a été faite aux États-Unis. C'est quoi le poste exactement du... Alors, c'est pas vraiment une annonce, en fait, c'est le secrétaire de la Défense aux États-Unis qui a repartagé une vidéo de mouvements évangéliques ultra, je ne saurais pas trop comment les qualifier parce que c'est vraiment ultra évangélique, enfin, c'est un truc qui remet en question le droit de vote pour les femmes.
Mais ça fait suite à tellement d'actualités aux États-Unis contre les droits des femmes et les droits des minorités de manière générale qu'effectivement c'est quand même un gros signe d'alerte puisque pour l'instant, les États-Unis, ça reste quand même la première puissance impérialiste du monde et qui met le pas sur énormément de fonctionnement interne de pays en Occident notamment. Et en fait, c'est très inquiétant par rapport au contexte qu'ils traversent déjà eux-mêmes sur leur territoire, en sachant que les informations vont commencer à être de plus en plus difficiles d'accès, puisqu'il y a une énorme censure qui est mise en place sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Twitter, Instagram et tout, et les militants états-uniens par exemple sont obligés de dire qu'ils participent à des festivals pour que les vidéos puissent être diffusées, parce que sinon elles sont strikées immédiatement par les plateformes. Donc en plus, c'est des informations qu'on a là maintenant, mais dans une perspective où on va en avoir de moins en moins sur ce qui se passe réellement sur le territoire des États-Unis. Oui, dans la communauté, il y a déjà plusieurs années, on commençait à dénoncer ça. Et aussi à dénoncer les liens avec notamment les anti-IVG et tout ça. Et on voit aujourd'hui les répercussions. Les États-Unis sont un peu les prémices de ce qui va se passer partout si on ne réagit pas. Est-ce qu'il n'y a que les États-Unis en fait? Parce que quand on voit une personnalité comme J.K. Rowling et tout ça, même en Europe, bon, je rebondis sur ce que tu disais, Livio. On a vu récemment la leçon qu'a fait Trump avec tous les gens tous les dirigeants de l'Europe en face de lui. Ça fait extrêmement peur. Et ce qui est surtout invisibilisé pour l'instant, c'est ceux qui luttent contre Trump. C'est même pas des infos, c'est ceux qui peuvent dire du mal de Trump et de sa politique sont complètement disparus des réseaux, quoi. Et donc, est-ce que ça s'étend un peu partout? Est-ce qu'on le voit un peu en France? Je voulais revenir parce que je sais pas si c'était toi ou Alexandre qui demandait si ça impactait d'autres pays ou autres, et on le voit très bien en Angleterre. Je pense que c'est un des cas à côté des États-Unis où c'est le plus affirmé, où dans la loi ils ont vraiment affirmé que c'était quoi exactement? Ils ont constitutionnalisé le fait qu'il n'y ait que deux genres à l'état civil et bien biologiquement. Voilà, maintenant c'est soit homme soit femme et c'est tout, et du coup il n'y a plus de possibilités autres, alors que le pays avant était beaucoup plus souple que ça l'est aujourd'hui. Donc point de vue législatif, c'était pas défini en tout cas. Constitutionnel. Alors en fait c'est ça, c'est que c'est une décision de la Cour suprême, l'équivalent de la Cour suprême de Grande-Bretagne, puisque là pour le coup c'est une décision qui a été prise suite à une procédure faite en Écosse. Et tu parlais justement de J.K. Rowling, et J.K. Rowling, elle a investi énormément d'argent pour cette procédure, et elle a d'ailleurs dit à tous les Potterheads, et j'ai adoré Harry Potter, mais vraiment va falloir arrêter de lui donner de l'argent, puisqu'elle l'a expliqué. Parce que les militants, ça fait des années qu'ils disent que J.K. Rowling c'est quand même une grosse turf et qu'elle met son argent pour lutter et éradiquer les personnes trans, parce que c'est quand même clairement son objectif. Elle s'est elle-même déclarée la Andrew Tate des turfs de Grande-Bretagne. Voilà, la ref est quand même incroyable. Quand elle s'est prise en photo avec son scotch et sa clope pour fêter la décision de cette juridiction. Ah oui, c'est une Andrew-Tate qui est un gros masculiniste. Non, mais attends 2 petites secondes, parce que là on est entre que militants du milieu ou militants proches du milieu. Et on part sur des perfs, sur les gens savent même pas ce que ça veut dire. Alexandre, j'allais rebondir parce que moi je vais avoir le rôle du gros con 6 bas du front, un peu abruti, qui va faire des conneries, qui va dire n'importe quoi, qui a des moves de mascu, qui va dire des conneries et tout, qui est sûr de lui et qui arrive sans bosser en se disant voilà, c'est mon rôle. Non mais donc Andrew Tate, gros masculiniste sur les réseaux, avec un discours de dingue, mais qui est quand même très 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 suivi, avec des millions d'abonnés auxquels il dit des prédications complètement. Qui s'est d'ailleurs réfugié en Roumanie, puisqu'il est poursuivi pour traite d'être humain quand même. Oui, ça c'est des nationalistes qui aiment bien aller ailleurs que dans leur pays, parce qu'en fait ils sont poursuivis par la police voilà. Et TERF, donc TERF, si on le prononce à l'américaine. Je sais pas parler anglais. Trans Exclusionary Radical Feminist. Donc féministe radical qui exclut les personnes trans. Voilà. En France, ça serait les RADFEM. Oui. Voilà. Alors tout le monde, ça viendrait du courant RADFEM. Toutes les RADFEM ne sont pas TERF, même s'il y a quand même une tendance. On va.
Après, le mouvement, si on doit même parler de mouvement radical féministe, il a connu, enfin c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais je pense que c'est important d'en parler, il a connu beaucoup de dérives, de toute façon très essentialistes, de part et d'autre, et qui touchent encore la communauté de nouvelles manières aujourd'hui. Il s'est organisé d'une nouvelle manière qu'à l'époque, dans les années 80, ça l'était, avec notamment aussi les lesbiennes séparatistes. Hein. Mais tout ça pour dire que J.K. Rowling, elle, par exemple, elle a explicité, autant avant elle l'avait pas fait, mais là elle l'explicite clairement, donc toutes les personnes qui disent oui mais c'est mes souvenirs d'enfance, là elle a dit une partie de mon budget, de ma fortune est allouée pour toutes les procédures qui pourront être faites pour interdire l'existence et la vie des personnes trans en Grande-Bretagne, et de manière plus hégémonique, puisque de toute façon je pense qu'on pourrait dire qu'elle a un fond de colonisation dans son état d'esprit, cette femme. En fait, c'est un féminisme qui plaît beaucoup à l'extrême droite, quoi. C'est-à-dire que c'est un féministe qui passe son temps à taper sur les trans, qui peut aussi taper parfois sur les femmes, et qui fait en fait le jeu complet de l'extrême droite, en fait. En France, là-dessus, on peut faire un petit parallèle entre J.K. Rowling et d'une moindre mesure. Ils sont quand même moins médiatisés, ils ont quand même moins d'argent, moins de budget, mais c'est un peu l'équivalent de Némésis en France. Oui. C'est un peu les mêmes propos qui sont tenus sur le contrôle des corps, tout ça. Il y a même des fois des discours très anti-IVG, des choses comme ça, ou même aujourd'hui sur les fameuses accusations de violence, c'est forcément les causes de l'immigration, etc. J.K. Rowling a un semblant aussi de propos qui sont liés à ça. Hein. Donc c'est pour ça que c'est aussi proche de l'extrême droite, et on voit même Némésis soutenir J.K. Rowling régulièrement. Le début d'attaque des personnes trans qu'il y avait eu à l'époque, de là ont découlé quand même des lois sur l'IVG, ont découlé des lois d'interdiction de livres dans les bibliothèques publiques, dans les écoles et tout ça. Et moi, ce que je voulais, si vous savez un peu nous expliquer justement, quelles sont les conséquences dans le réel pour les personnes aux États-Unis, pour les personnes trans, mais aussi tout simplement pour toute la population, qu'est-ce qu'il y a eu comme impact ? Pour le coup, ça, je peux répondre parce que ça fait partie des sujets qui me stressent, donc je les étudie de manière approfondie. Alors déjà, sur l'autonomie du corps, pour les États-Unis, ça, je vais le remettre, ils ont d'abord attaqué l'IVG. C'est-à-dire Roe vs Wade a été renversé avant, pas que c'est arrivé en même temps, mais c'est le premier pan qui a basculé aux États-Unis par décision de la Cour suprême. Puisqu'aux États-Unis, leurs droits sont constitutionnellement protégés par la jurisprudence de la Cour suprême. De manière, c'est pas le sujet, on va pas faire de la Constitution américaine, mais de manière très schématique, c'est ça, et c'est un des premiers. Et pourquoi s'attaquer aux trans ? Puisque de toute façon, les trans, c'est la défense de l'autonomie corporelle et de ce que tu peux faire de ton corps. Et donc, c'est toujours un biais très facile pour s'attaquer après de manière plus générale aux droits reproducteurs, à tout ça. Et la logique, ils ont ciblé, et c'est pour ça que ça pourrait être abordé après, puisque c'est ce qu'ils utilisent vraiment leur stratégie. Sur les personnes trans, ils ont vraiment deux types de trans sur lesquels ils axent. C'est les femmes trans et les enfants trans. Les femmes trans, c'est dans cette logique qu'on retrouve justement dans Némésis, dans tous ces groupes féministes d'extrême droite, qui est les femmes trans seraient dangereuses pour les femmes cis, puisque ce seraient des hommes déguisés, et que ça serait en gros l'aboutissement du patriarcat que de devenir une femme trans pour effacer les femmes cis de la société. Ce qui est donc, et prédaté. Ce qui est donc très drôle quand on sait à quel point les hommes ne se font absolument pas chier la vie pour attaquer des femmes cis. Ils font vraiment pas ça, et c'est vraiment pas. Mais c'est vraiment cette logique-là qu'ils emploient. Et le deuxième, c'est les enfants, puisque ça crée une alerte un peu limite primitive chez les gens quand tu dis tu mets en danger les enfants de manière collective et que l'État participe à la mise en danger des enfants. Les gens, ils vont réagir de manière affective à ça. Ça fait même partie de la tradition d'extrême droite de faire une corrélation entre les milieux LGBT et le danger pour les enfants. Le danger pour les enfants. C'est un héritage vraiment. Et pareil, l'enjeu des toilettes, les gens rigolent souvent, mais déjà c'est un vrai enjeu. Le fait de pouvoir accéder aux toilettes en fonction de ton genre, que ce soit celui assigné à la naissance ou parce que tu es trans, mais de pouvoir accéder à des toilettes. L'idéal étant des toilettes unisexes, puisque en fait la séparation, on s'en fout.
Les gens en rigolent beaucoup, mais c'est un vrai enjeu qui date, d'un point de vue d'un sujet politique, c'est les années 50 quand même. Donc c'est un sujet que l'extrême droite n'a pas quitté depuis les années 50. Elle le développe, elle s'en nourrit, et donc en 2025, on est toujours dessus. Donc c'est pas du tout désespérant, ça, d'un point de vue militant, je trouve. Et sur les enfants, c'est justement là où toutes les lois ont commencé. Aux États-Unis, c'est donc l'avortement, et après c'est les mineurs trans, et notamment là récemment, donc 18 juin 2025, il y a un arrêt qui a validé la décision du Tennessee d'interdire la transition, d'accéder à la transition pour les personnes mineures. Comme c'est validé au niveau de la Cour suprême, ça veut dire qu'au niveau fédéral, là, tous les États républicains et qui ont basculé du côté de Trump peuvent faire passer leurs lois anti-trans concernant les enfants sans aucune difficulté. En fait, il n'y aura pas de c'est protection plus de de mécanisme. 26 États, je crois, où le suivi médical des enfants trans n'est plus assuré. C'est ça. Et en fait, par ce truc-là, c'est 574 projets de loi, 54 qui ont été votés, c'est une dizaine de décrets présidentiels excluant les personnes trans de l'armée, voulant rebasculer les femmes trans des quartiers pour femmes aux quartiers pour hommes, en sachant par exemple que c'est une chose qui est pareil, c'est conscient, il y a des documents la gestion des femmes trans en prison, elles sont utilisées comme soulagement sexuel pour les prisonniers dans les quartiers pour hommes. Elles sont littéralement envoyées pour être des proies pour les hommes au sein des quartiers hommes. Et c'est une politique, c'est pas complotiste, c'est une politique pénale qu'on retrouve dans plusieurs États, c'est une vraie ligne. C'est une sorte de thérapie de conversion. C'est ça. Et en fait, tout ça. Alors, il y a des mouvements de lutte, par exemple, sur le transfert des femmes trans, il y a une procédure qui est en cours et tout ça. Mais là, aux États-Unis, ce qui va accélérer cet aspect-là encore plus, c'est là, d'ici un mois, la Cour suprême devrait rendre une décision sur le mariage gay aussi. En même pas 10 ans, ils auront perdu le droit à l'avortement, le droit de transitionner pour les mineurs, et le droit de se marier. Et ça dans tout le pays, pas seulement. Voilà. Et ça dans tout le pays, pas seulement dans certains États. Ça, c'est une loi qui est. Ça, c'est une décision pareil qui a été soumise à la Cour suprême, et donc il y a un petit suspense parce que oui, ils pourraient ne pas retourner cet arrêt, mais vu qu'ils l'ont fait pour Roe vs Wade, je vois pas pourquoi ils retourneraient pas celui pour le mariage gay. Et donc les États-Unis, ils sont vraiment c'est un énorme appareil qui se met en marche. Il y a des mouvements de lutte parce qu'après, ce qui est difficile des fois à voir avec les États-Unis, c'est qu'il y a le niveau fédéral, mais après il y a dans chaque État, il y a le principe des États refuges. Et moi, ce qui m'inquiète, je ne suis pas tout seul, c'est la volonté de toute façon de Trump de déployer l'armée dans les villes refuges comme il l'a annoncé il y a une semaine. Voilà. Là, il a commencé à Washington, alors, parce que Washington a un statut spécifique où il peut déployer la garde nationale et tout, mais il l'a quand même fait, voilà, pour un mois. Et il a déjà annoncé qu'il comptait le faire justement pour les villes refuges comme San Francisco, New York, Chicago, tous ces lieux. Où il y a le Canada, où ils ont déjà des très mauvaises relations en ce moment d'ailleurs. Voilà. Et donc il y a des personnes trans qui fuient les États-Unis, celles qui ont les moyens, parce que voilà, il faut avoir les moyens de fuir. C'est pas, voilà. Et après aussi, on le voit comment ça se répercute aussi en Europe. D'ailleurs, il y a des députés de la FI, j'avais vu, qui étaient partis soutenir les députés européens. C'est les députés européens principalement qui ont été en Hongrie. Voilà. Et là, j'ai un trou de mémoire sur le nom de la capitale. C'est un peu idiot. Budapest. Merci. J'ai eu une absence, ouais. Parce qu'en vrai, et justement, je vais te donner la parole sur le sujet. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une mécanique, parce que comme tu l'as montré avec le déploiement d'une violence extrême qui va jusqu'à l'armée dans les villes, sur des arguments, sur des questions qui soulèvent un émoi populaire en fait, parce que les gens ne sont pas au courant de ces questions. Il y a des lobbies qui ont été financés et qui ont essayé de faire croire qu'il y aurait un lobby trans qui veut faire transitionner les enfants, que ça mettrait, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une continuité des arguments de l'époque où, à l'époque par exemple, on accusait les militants gays de pédocriminalité, puis après on l'a vu là aux États-Unis avec le fait de vouloir protéger les enfants,
mais c'était aussi le cas ici à l'époque du mariage pour tous. L'enjeu c'était la famille et les enfants et le fait de ne pas créer un cadre scandaleux pour les enfants. Et sur si peu d'arguments, parce que bon, la réalité évidemment n'est pas là, et sur si peu d'arguments, ça permet de déployer un autoritarisme énorme et de donner des arguments, comme le fait Orban notamment en Europe ou en Italie, des Mélonies. Mais c'est grâce aussi à cette labellisation wokiste dans lequel en fait ils ont fait un espèce de fourre-tout de toutes les causes de la gauche en fait, et qui est en fait leur appareil pour faire peur, pour parce alors que ça on va en discuter après parce que je veux qu'on parle de ça. Mais ça c'est après. Parce que il y a tout un pan prévu sur cette question là. Oh, le mec il a un plan. Par contre ouais, j'aimerais bien avoir l'avis d'Axel, ton avis Axel. Comment ça permet de déployer un autoritarisme énorme sur une cause et sur, comment dire, sur une scandalisation d'une partie de la population et la mobilisation, vous, que vous faites et que d'autres partis font à travers les institutions politiques? Déjà sur la question des lobbies, c'est intéressant sur la potentielle existence de lobbies LGBT. Quand on les écoute, toutes les personnes transphobes, etc., j'aimerais qu'ils aient raison, qu'on ait les moyens de s'exprimer facilement dans les médias. Quand on les écoute, on a une super vie. Donc, mais dans les faits... t'es interrogé par le havre des luttes, en plein air. Il fait froid, il y a même pas de radiateur. On est en plein vent depuis tout à l'heure. Mais dans les faits, c'est plutôt des Pierre-Édouard Stérin qui ont les moyens. Quand on voit le réseau qu'il est en train de monter en France sur le... J'ai plus le nom du réseau, mais l'espèce de réseau de parents d'élèves qui finance dans toute la France, dans toutes les écoles privées, tout ça, où il va justement parler de il va avoir tout ce discours, cette rhétorique transphobe. C'était pas sorti par Zemmour, ça, à la base, par le parti de Zemmour? En fait, c'est lié à Zemmour, oui, mais elle a raison, c'est Stérin en fait qui finance. Le syndicat de la famille. C'est exactement ça. Excuse-moi de t'avoir coupé, que des féministes donc qui financent ça. C'est ça exactement, et du coup on voit toute la rhétorique très conservatrice française par Bolloré, quand on voit tout l'argumentaire transphobe qu'on a sur CNews, la désinformation même qu'il y a sur CNews, sur les gens qui sont invités pour pas être transidentité, hein. C'est toujours des personnes cis, hein. J'ai rarement vu des personnes trans invitées sur les plateaux pour pouvoir discuter de la cause, hein. Donc la preuve qu'on a vachement un moyen d'expression facile pour défendre nos idées. Sur la question de l'enfance, on l'entendait déjà en 2012 pour la loi sur le mariage pour tous, sur pense à nos enfants, protéger nos enfants, mais la plupart du temps, l'enfant n'est qu'un bouclier pour cacher sa propre phobie derrière, hein, sa propre haine derrière l'enfant, il ne sert qu'à ça. Alors que dans les faits, les enfants, ils s'en foutent un peu de tout ça, ils sont pas... et après même en France on a pu le voir, c'était en 2021 sur les attaques un peu insidieuses, ça n'a pas fait tant de bruit que ça parce que c'est passé sous le tapis, mais en 2021 quand il y a eu les votes sur l'interdiction des thérapies de conversion en France, le RN a essayé de faire passer en force plusieurs amendements pour retirer les personnes trans de cette loi là. Donc il y avait une interdiction des thérapies de conversion pour tout ce qui est l'homosexualité, donc c'était les termes de mes souvenirs, c'est orientation sexuelle, mais ils voulaient supprimer l'expression identité de genre des textes de loi. Donc on a toujours ces petites attaques, mais en France c'est plus insinueux. Je trouve ça un peu plus indirect d'un point de vue légal. Par contre, la haine développée sur les plateaux de télé est, elle, plus explicite. Ils ont des choses à dire, à compléter? Ouais, juste parce que tu parles de Némésis. Non, mais parce qu'on est là pour les dénoncer, on va répéter. Parce qu'il y a Némésis, mais il y a les féministes aussi, là, de Marguerite Stern et de Ramuto. Et justement, par rapport à ce que tu disais, alors c'est le RN, mais pas que, parce que c'est Aurore Berger, hein, notre ministre actuelle chargée de l'égalité. On est bien content que ce soit elle, qui non seulement les a reçus, Marguerite Stern et Dora Muto, mais elle faisait partie de ceux qui a appuyé justement cette volonté de changement. Et d'un point de vue légaliste, celui qui a donc aussi dans son ministère la charge, qui est donc Retailleau, on va pas l'oublier celui-là, parce que ce qui nous a sauvés un peu, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale de Macron. Enfin, ça nous a sauvés, tout est relatif, mais sur ce projet de loi, sur le projet de loi pour encadrer de manière encore plus stricte les transitions de mineurs, qui a été porté par Retailleau et une autre sénatrice dont j'ai oublié le nom, mais qui se basait notamment sur des associations assez puissantes et qui sont entendues régulièrement par l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont Hippoménie et la Petite Sirène, qui sont des associations littéralement transphobes, et il y a eu un article sur Mediapart qui est sorti là-dessus, où c'est une vraie stratégie, parce que c'est pareil, les gens pensent que c'est de bonne foi, et les gens qui réagissent sont de bonne foi quand ils ont ces informations sur les transitions de mineurs. Par contre, ceux qui font tout ce travail de désinformation et tout ça, eux sont pas du tout de bonne foi. C'est une vraie stratégie politique de commencer par les enfants, d'interdire les transitions des enfants,
pour plus tard interdire celle des adultes, et non seulement les interdire, mais réprimer les médecins qui pourraient venir soutenir, réprimer toutes les personnes qui pourraient aider, en sachant que non seulement je suis d'accord avec toi sur le fait que les enfants servent de cache à leur propre phobie, mais c'est surtout qu'aucun d'entre eux ne réfléchit l'enfance d'une manière politique avec une vraie logique de protection de l'enfance. Quand on voit ce qui s'est passé à Beta Arabe et dans tous ces lycées, ces écoles catholiques intégristes, quand on voit ce qui se passe à Stanislas, et que les gouvernements, et pareil, qu'ils soient du PS à la droite, n'ont rien à faire, ont eu les informations, et c'est pas un secret, les informations sont arrivées sur les tables des ministères, des différents ministres qu'on a eu, de l'éducation nationale, de l'intérieur et tout ça, les enfants, ils s'en moquent. Ce n'est pas un sujet politique pour eux, c'est juste un épouvantail pour enlever des droits à d'autres personnes. Moi, je pense en vrai qu'il y a même un rôle de volonté de conservation de l'enfant dans la structure familiale de la société capitaliste et patriarcale, parce que, comme tu disais, en vrai, s'il y avait une vraie inquiétude sur les enfants, ce serait plutôt sur les dossiers de Betaram, et tous les autres dossiers, on les avait cités parce qu'on les avait travaillés en plus pour le débat des municipales ici. Ça serait les conditions de scolarité des enfants, ça serait les conditions de vie des enfants, des parents, les conditions de travail, notamment des mères et des pères. Les enfants qui dorment à la rue, tout ça, ils s'en foutent. Voilà, il y a structurellement déjà un tellement grand nombre de sujets à travailler pour vraiment améliorer la condition de vie des enfants que c'est vraiment l'excuse en fait pour surtout marginaliser et hystériser les personnes trans en vrai. Oui, et puis effectivement, c'est un discours qui marche de façon très large en fait, parce que c'est trop flou, et parce que nous, enfin les personnes concernées, n'ont pas l'accès à pouvoir expliquer, à pouvoir donner un discours beaucoup plus clair sur cette question-là. En fait, on n'entend que leur version de cette chose-là, en fait. Comment on peut... Enfin, qu'est-ce que... Déjà, moi, j'ai envie de poser une question un peu bête, mais on entend voilà, tout ce discours sur le fait, le lobby LGBT qui veut influencer les enfants, le lobby LGBT qui veut les contrôler et même qui veut les obliger à transitionner pour... Moi, j'aimerais savoir, du point de vue d'une orga queer ou de militants sur la question, c'est quoi le point de vue sur les enfants? Qu'est-ce que vous leur faites de si horrible? Oui, voilà, c'est ça. On leur offre le choix, comme tu disais, Alex. On fait rien concrètement. Enfin, c'est un peu le principe d'ailleurs de la plupart des assos LGBT et d'autres supports. C'est qu'on propose un accompagnement si besoin, si la personne est intéressée, mais en aucun cas on va la pousser vers quelque chose. Et souvent, de toute façon, on accompagne aussi ces personnes qui, par ailleurs, sont rejetées de manière étatique, comme ça a été dit. Des fois aussi par leur famille, des fois étatique, je comprends aussi scolaire du coup. Donc non, le but c'est d'être une écoute, parce que malheureusement on peut pas abattre le système, on essaye mais voilà, mais d'être une écoute et une entente. Enfin, on n'a pas d'autres prétentions. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose peut-être, mais... Puis c'est surtout rappeler que si vraiment vous avez peur pour les enfants, la prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide est 2 fois plus élevée chez les jeunes personnes trans que chez les jeunes personnes cis. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça m'a étonné. Beaucoup plus les hommes trans que les femmes trans, d'ailleurs, sur ça. Voilà. Et que, en fait, si c'est vraiment le sujet d'inquiétude, qu'ils lisent le compte-rendu Evrars commandé par M. Papendiaï. Une conférence filmée par le Havre des Luttes que vous retrouverez sur la scène. Mais qui montre que sur le cyberharcèlement et le harcèlement, il y a une prévalence énorme d'agressions sexistes et sexuelles autour de la désignation de personnes LGBT, qu'elles se disent elles-mêmes LGBT ou pas. C'est-à-dire, c'est même pas les enfants qui se déclarent LGBT, c'est d'autres enfants qui déclarent que tels enfants sont LGBT, qui les agressent sur ce sujet-là, et que les enfants, donc c'est en ça que je suis d'accord avec toi, étatique, l'école, clairement,
leur propre étude, hein, parce que c'est pareil, c'est une étude de l'éducation nationale. J'aime bien le dire parce que souvent, quand tu cites des études d'SOS homophobie ou Human Rights Watch ou Amnesty et tout ça, on te dit ouais, mais ils sont militants et tout. Là, c'est l'éducation nationale pour l'éducation nationale, donc on peut pas leur donner le crédit de la militance. Et il n'y en a que 13% qui ont suffisamment confiance dans un adulte de l'établissement scolaire. C'est-à-dire, on ne parle même pas que des profs, juste d'un adulte de l'établissement scolaire pour le dénoncer auprès d'eux. Je pense que le sujet, il serait plus, comme vous disiez, plus là-dessus. Et nous, en tant qu'association, l'idée, c'est d'accompagner, c'est d'offrir des permanences, des ressources accessibles, en sachant qu'en France, il faut quand même le rappeler, tant que tu es mineur, il faut le consentement de tes parents. Oui, donc, il y a ça reste un absolument parcours du combattant. aucune démarche où un enfant peut décider tout seul de transitionner et de le faire. Ça n'existe pas, à moins qu'il ait l'émancipation. Mais donc ça veut dire que là, il est pris en charge par le refuge, par l'ASE, enfin par tout un autre truc. Et de toutes les façons, déjà actuellement, les transitions de mineurs, c'est la possibilité potentiellement d'accéder à des bloqueurs d'hormones. Et encore, c'est vraiment pas un automatisme. Oui, parce que dans les problèmes étatiques, il y a l'école, mais il y a aussi la santé. Il y a les hôpitaux, les médecins qui ne sont pas ni formés, ni d'accord, ni qui sont... Et c'est des domaines qui, déjà dans l'éducation, même de manière quand on parle de prévention sexuelle, qui ont aussi lieu à des paniques morales, que ce soit au niveau du consentement et tout, et on invente des trucs comme quand on veut apprendre des dingueries, je sais pas quoi, au maternel, alors qu'il n'est pas question de ça, il est juste question d'apprendre à dire non, concrètement, et de reconnaître les choses telles qu'elles sont, donc c'est le b.a.-ba, concrètement. Et que oui, il y a un cruel manque d'investissement de la part de l'État, concrètement, parce que de toute façon, avec les professeurs, à chaque fois, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils leur disent de faire des trucs, des directives, etc. Ils leur font des programmes, ils n'ont pas le temps, ils sont pas assez payés, etc. Donc du coup, s'ils arrivent à le faire, c'est en fin d'année peut-être, ou etc. Et la plupart du temps, ils ne peuvent pas le faire. Donc déjà, prévention sexuelle, en général, ça passe à la trappe. Alors les thématiques LGBT, en général, c'est... faut y penser, quoi. Ouais. Mais c'est en ça qu'on voit qu'ils en ont rien à foutre des gosses, quoi. Ouais. Parce que c'est hyper important pour se construire, pour l'avenir, pour dire non, voilà. Enfin, il faut avoir cette formation-là, quoi. Il n'y avait pas un député LFI qui s'était pas mal engagé sur la question de la protection de l'enfance, notamment Oui, c'est celui qui a travaillé sur Betaram. Et pas que, c'est Ilyes... Ah oui, lui aussi. Et... Moi, c'était à lui que je pensais. Il s'était présenté, mais il n'a pas gagné l'élection. Non. C'est Ilyes... j'ai oublié son nom de famille. Mon Dieu, c'est la honte. Alors que, en plus, c'est vraiment la tête de... C'est vraiment la personne à suivre sur justement la protection de l'enfance. Qui parle pas mal aussi en ce moment. Il y a des cas comme quoi de proxénétisme aussi, dans le sens où les enfants sont logés dans des hôtels et les préfets savent pertinemment ce qu'il en advienne. Oui, de leur cas. Il y a aussi des cas des enfants de l'ASE qui ont été utilisés justement à faire, et comme tu dis, oui, complètement. C'est ça, et qui sont abandonnés et qui, du coup, par précarité, font ce qu'ils font, ou des fois sont même mis aussi dans des réseaux et tout. Enfin, c'est... Alors, c'est quoi son nom de famille ? Ilyes Loufoque. Et en fait, j'avais bien le... Ah, Loufoque. Oui, c'est pour ça que je sais pas. Pardon, désolé, Ilyes. C'est pas nous les gars, Ce sera coupé, mis en fait et envoyé en circulé à Ilyes Loufoque. Non. Et non, puis sur les mineurs, surtout, enfin, moi, ce que je trouve, c'est... Parce que la peur, c'est oui, ils vont transiger. Mais en quoi explorer ton genre a de si terrifiant ? On se rend bien compte que c'est bien ça qui leur font fondamentalement peur. C'est que est assigné au genre tout un rôle social, tout un complément. Et le fait qu'on puisse dire en tant que personne trans, en fait... Non, t'es pas obligé, tu peux l'explorer, tu peux tenter et revenir... Parce que c'est pareil, une transition, enfin, il y a des... Une transition, il y a pas un objectif avec une finalité. C'est un chemin que tu peux entamer tout le long de ta vie, tu peux l'explorer, puis finalement te rendre compte que c'était pas vers ça que tu voulais aller et repartir dans l'autre sens. Et c'est bien ça qui les terrifie. C'est quand on leur dit, en fait, c'est flou. Et oui, les enfants peuvent explorer ces parties-là de leur vie et que quand tu laisses faire les enfants, déjà, quand tu les accompagnes, ils font généralement des choix éclairés dans le sens qui leur correspondent.
ce qui est quand même le mieux, qui les rend heureux. Tu fais chuter drastiquement le risque suicidaire, ce que je trouve est plutôt une réussite dans l'idée. Et qu'il y a toute une panique sur, parce que je tiens quand même à la rappeler, on est la minorité de la minorité. C'est-à-dire, on est... Non, mais enfin, vraiment, il faut le rappeler, on est de 1 à 3% de la population mondiale. Et c'est un chiffre stable. Enfin, il y a toutes ces idées de contagion sociale, de tout ça, ça n'existe pas. C'est vraiment de la désinformation. Enfin, et c'est centré sur une chose qui est extrêmement minoritaire, qui est vécue extrêmement violemment en vue du contexte hétéropatriarcal, alors que fondamentalement, c'est juste laisser aux gens la possibilité d'explorer ce qu'ils ont envie dans le genre. Mais est-ce que ce flou-là, c'est pas ce qui les terrifie en fait? Si, c'est ça, c'est la remise en cause des normes qu'ils ont établies et qui pour eux est tellement une des fondations de leur pensée, de leur système, de la famille hétéropatriarcale et de tout ce qui en découle. Oui, et donc forcément une remise en cause de ça, c'est... Oui, mais de ceux autour de quoi ils fabriquent leur vie et c'est ce qu'ils pensent être... Moi, je pense aussi, au-delà, parce que comme tu disais, je me permets de rebondir, sur le fait minoritaire sur lequel va se concentrer tout un axe réactionnaire du pouvoir pour dessus implanter un projet politique beaucoup plus grand, parce qu'il y a un intérêt bien plus profond que juste la conviction qu'il faudrait s'en prendre aux personnes trans, parce que ce serait un problème social qui pourrait gangréner toute la société. C'est aussi un moyen pour le camp politique réactionnaire d'implanter tout un discours et un pouvoir politique beaucoup plus large. Et ce en quoi on peut voir ça, c'est l'ambivalence par laquelle on peut avoir des pouvoirs qui sont profondément anti-LGBT et à la fois utiliser la défense des droits LGBT pour des projets génocidaires. Nous, on l'a vu avec la marche, vous à la FI aussi, avec les positions que vous avez prises par rapport à la Palestine, comment cet argument a été martelé comme condition à prendre position sur ce sujet-là. Mais Axel, je te laisse prendre la parole sur cette question-là. La Palestine, c'est assez intéressant parce que l'extrême droite, nous, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, ils disent ouais, mais bon, les LGBT, vous serez allés en Palestine, vous verriez comment le Hamas vous traiterait. Mais bon, la réponse, elle est simple, hein. La bombe qui va me tomber dessus, elle pas regarder si je suis trans ou non. Hein. Donc ça, l'argument, il est un petit peu, il est vide de l'argument. Mais là-dessus, oui, c'est tu parlais de la Palestine et avant tu étais sur un autre angle. On a eu déjà des agressions transphobes en ville, une certaine série d'agressions transphobes qui ont été médiatisées par les médias locaux qu'on aime tant, où tous les commentaires, moi j'étais voir un peu sur Facebook, les commentaires sous les articles, parce que ça donne un peu le ton de ce que telle partie de la population, tel camp politique pense, etc. Et je me suis trouvé étonné, notamment sur un média qui d'habitude est plutôt à droite dans la population, sur lequel on a des commentaires plutôt réactionnaires sur les questions LGBT. Je pense notamment qu'il y a des articles sur la marche, sur des événements. Tout le monde s'est solidarisé des personnes trans qui se sont fait agresser parce que, franchement, il faut défendre les droits de tout le monde. Surtout, c'est toujours les mêmes qui quand même s'en prennent aux personnes trans et on est fortement avec vous. Exactement les mêmes personnes qui d'habitude lâchent des sales commentaires de merde quand il s'agit de la marche des fiertés, quand il s'agit des événements de la Poudrière, etc. Et toi, dernièrement, il t'est arrivé un joli scandale parce que tu as été désigné tête de liste de la FI. Pas tête de liste, chef de file. Pardon, chef de file, excuse-moi. C'est pas tout à fait pareil, mais oui, on a annoncé les chefs de file, donc il y a quelques mois, ça devait être début juin si je me trompe pas, et que le lendemain ou 2-3 jours après, on a eu tout de suite une grosse vague de haine, et là-dessus c'est assez intéressant, on voit l'ambivalence du discours, en particulier sur X, où on voyait que ça défendait les droits LGBT, les personnes LGBT, quand il s'agissait d'être islamophobe, mais par contre le reste des commentaires, c'était purement LGBT-phobe. Donc ça dessus, mais on le voit, même le RN, hein, l'extrême droite, la droite, utilise souvent cet argument, regardez, c'est eux qui sont dangereux pour vous, mais vous êtes tout aussi dangereux pour nous, donc à un moment, il faudra qu'on fasse un choix. Mais le truc, c'est le fait de t'avoir toi et Jawed sur cette même affiche, ça les fait bugger. C'est le cauchemar complet. L'association des deux, ils comprennent pas en fait. Et là, il y a quelque chose qui bug dans leur matrice, quoi. Et tant mieux. Bah oui, faut secouer un peu. Hein. Faut toujours pas avoir peur de déranger ou de cliver, hein, ça c'est sûr. Là, vous vous rendez pas compte, mais on est en train de se prendre un vent de face pour vous. Franchement, le Havre des luttes, il est sur le terrain, mais physiquement. C'est ça le ton, on va être. N'oubliez pas les dons pour acheter un paravent, ça serait pas mal.
Et moi j'ai entendu, et notamment quand il y a eu l'affiche de la France Insoumise, des gens qui comprenaient pas, mais oui, mais pourquoi ils sont... parce que comme tu disais, c'est très peu de pourcents de la population mondiale, mais ils disent, ouais, des gens qu'on dit, mais ils sont surreprésentés. Enfin, pourquoi ils sont sur l'affiche? Pourquoi mettre en avant ce combat-là si c'est un combat minoritaire? Bah, moi, je leur ai dit, les amis, pourquoi ils sont là? Parce que eux, ils risquent leur vie, en fait. C'est eux qui sont attaqués jour après jour, et eux, ils s'engagent dans la lutte. Vous n'êtes pas dans la lutte. Venez dans la lutte, on sera nombreux. Et là, pour l'instant, ils sont au fer de lance de la lutte. Et si on se bat pas tous ensemble pour leurs droits, c'est tous les droits de tout le monde qui vont partir à la poubelle derrière. En fait, on le voit aux États-Unis, on le voit en France, on le voit partout. Qu'est-ce que t'en penses? En plus, si on est un fait minoritaire, par contre, historiquement, ça fait longtemps que les militants trans, et notamment les militantes trans, femmes trans, parce que je ne vais pas les lâcher, et celles qui prennent le plus cher, on ne va pas mentir, elles ont été tête de lance de énormément de combats, et pas juste pour les droits des personnes trans. Elles sont régulièrement tête de lance de plusieurs combats en même temps, puisque souvent, comme on est la minorité de la minorité, statistiquement, on est beaucoup plus précaire, on est très nombreux parce qu'en fait c'est difficile d'accéder. Alors là je vais parler de ce que je connais. Donc en France, c'est difficile d'accéder à un emploi, c'est difficile d'accéder à un logement, c'est difficile d'être bien soigné, donc de bien vivre juste en bonne santé. Et déjà, quand tu galères à te loger, à trouver un emploi, tout le reste suit en fait. Tu galères pour manger, tu galères. Enfin, et en vrai, il y a une plus grande représentation des personnes trans, mais parce que elles ont été moteurs d'énormément de luttes dans les années 50-60, et après elles ont été complètement gommées, y compris au sein de la communauté LGBT, parce que il y a eu un gros mouvement d'éradication de ces femmes trans qui ont été fer de lance. Et ce qui fait que, parce que ça, pareil, pour avoir discuté avec d'autres militants plus âgés et tout, il y a beaucoup de personnes trans qui l'ont quand même bien en travers. C'est-à-dire, quand il y a eu le mariage pour tous, beaucoup de militants LGBT ont d'abord milité pour se marier avant d'arrêter la stérilisation de force des personnes trans pour accéder au changement de genre, qui s'est donc arrêté en France en 2016. Voilà, je tiens à rappeler que c'est absolument pas anecdotique dans la vie des gens. Et que donc si tu voulais faire ton changement d'état civil, il fallait que tu sois complètement opéré et stérilisé. Sinon tu n'y avais pas accès. Donc c'est pour ça que ça pose question, et c'est aussi pour ça que maintenant on parle beaucoup. C'est parce qu'en fait au bout d'un moment, de toute façon sinon personne nous tend le micro, et donc on finit par le faire. Mais là-dessus j'aimerais bien rebondir parce que tu as parlé de la question de la précarité, donc surtout la difficulté de l'accès à l'emploi, au logement, etc. Donc on a parlé de la santé, tout ça. Il y a aussi un point qui est assez intéressant, surtout en France, c'est la question administrative, c'est la difficulté d'accès à toutes les procédures administratives. Déjà pour commencer, tu as parlé de la date de 2016 qui est importante sur la question du changement d'état civil, donc le état civil, donc c'est le M ou le F, et du prénom, tout ça. Et c'est des choses, si on n'a pas les papiers qui correspondent à notre identité, etc., ça devient très compliqué d'accéder à un emploi, un logement. On affronte directement la transphobie en direct, etc. Et même si les lois existent, il y a quand même un combat qui n'est pas terminé, parce qu'il arrive même que des officiers d'état civil, pour des cas de changement de prénom, etc., refusent d'appliquer la loi. Donc c'est l'article 60 du Code civil qui interdit le fait de demander un certificat médical pour les demandes de changement de prénom. Mais il arrive régulièrement que des officiers d'état civil ou autres insistent, réclament les papiers, alors c'est totalement interdit, ou menacent même les personnes qui font les démarches de changement d'aller au tribunal s'ils refusent. Et là, ça dépend, tout le monde n'est pas égal là-dessus. Certains vont avoir la force de se battre et de rien lâcher pour les mettre à défaut et ne pas donner le papier pour faire valoir la loi. Mais c'est pas le cas de tout le monde, du coup, il faut quand même continuer même si on pense avoir des lois, les lois ne sont pas toujours appliquées, etc. Donc il faut maintenir la lutte. Et il y a même un côté très obscur dans les démarches. C'est que pour changer le numéro de sécurité sociale, instinctivement, on se dit on va contacter la sécurité sociale. Alors que le moyen le plus court et le plus simple, il faut passer par l'INSEE. Mais ça, si on ne le devine pas, on ne peut pas le savoir, c'est impossible de le savoir. Il n'y a aucune ressource, aucun moyen de le savoir directement. C'est au bout de plein d'heures au téléphone avec la sécurité sociale, après avoir envoyé 5-6 fois mon dossier recommandé en papier, que ça m'a coûté une fortune, que quelqu'un au téléphone m'a dit oui, mais vous pouvez le faire sur le site de l'INSEE.
ça fait 3 mois que je galère avec vous, il aurait fallu me le dire avant. Et tous ces trucs-là qu'il faut communiquer et puis simplifier. Parce que même le changement d'état civil, donc le MOF, il se fait au tribunal. Mais si je dis pas de bêtises, c'est même le tribunal des affaires familiales. Donc c'est des démarches qui, selon les villes, peuvent être très longues, parce que je comprends que ces juges-là ont des choses plus importantes à faire, plus urgentes. Donc ça devrait se faire en mairie rapidement, simplement. Et t'as des trucs à compléter, ouais, vas-y. Si tu parles par contre de micro. Juste sur le tribunal, pour compléter, c'est effectivement délégué au juge aux affaires familiales et c'est en chambre, donc c'est un protocole particulier. Il faut quand même savoir que plus de 50% des procédures au tribunal, c'est le JAF qui le gère, donc c'est déjà des magistrats qui sont débordés, effectivement. Le JAF, c'est le juge aux affaires familiales. C'est 50%, je crois, des contentieux civils, en sachant que le civil prend plus de place que le pénal, même si on n'entend parler que du pénal. Et que la justice, vraiment, je suis désolée, mais là, je vais dire, c'est vraiment ministère pauvre, puisqu'il est partagé avec la pénite, que l'essentiel du budget est injecté dans la pénitentiaire pour qu'elle construise des établissements, et que donc, en termes de budget alloué, c'est une catastrophe. Ce qui impacte concrètement la vie des gens dans leur quotidien, et pour rebondir sur ce que disait Axel, ce qui donc rallonge les délais de manière un peu indéfinie pour les personnes trans, parce qu'elles attendent pour une décision qui n'est pas grand-chose en vrai, mais ça prend des proportions, puisqu'effectivement, un juge aux affaires familiales va gérer les divorces, les gardes d'enfants, enfin, toutes des questions avec urgence. Désolée, pardon. Parce que du coup, ces démarches-là sont obligatoires pour obtenir des travaux, obtenir un emploi, un logement. Je voulais dire qu'il y avait l'association Toutes des femmes, qui est un collectif de lutte pour le droit des personnes trans, notamment des femmes trans, qui avait justement lutté et déposé un texte de loi justement pour faciliter justement ces démarches administratives et que le changement se fasse simplement en mairie. Et malheureusement, je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Je crois que c'est pas encore passé. Quand on entend les derniers propos de Macron sur le sujet, il me semble que c'était juste après, au moment de la dissolution, si mes souvenirs sont bons, où il avait qualifié le changement d'état civil en mairie d'ubuesque. Puis il n'y a plus de laïcité, ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon. Donc ça n'a pas trop bougé, et voilà. Quand on voit un petit peu la répartition de l'hémicycle, je suis assez pessimiste. Il y a aussi une réalité locale aux LGBT-phobies. Déjà, il y a toutes les réalités dont on a parlé des précarités. C'est-à-dire, pour faire une idée, un désert médical comme Le Havre, par exemple, pour avoir eu des témoignages, une personne trans va avoir encore moins accès aux médecins. Et quand de toute façon, cette personne a accès aux médecins, ça va être plusieurs rendez-vous, le médecin ne touche pas. Vous allez avoir de prescrits des vaccins contre le VIH qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc, c'est la xénophobie, des dépistages. Donc si vous voulez vous faire dépister 10 fois par an pour aucune raison, voilà. On est fort, on va trouver le vaccin pour le VIH. Donc vous allez avoir droit à 10 dépistages dans l'année que vous n'avez pas demandé et qui n'ont pas lieu d'être. Ça veut dire aussi de la discrimination quand vous êtes parent d'enfants. Enfin, c'est dans toutes les étapes de la vie de tous les jours. Mais au-delà de ça aussi, c'est des volontés politiques locales. Parce que sur les LGBT-phobies, moi je veux rappeler, parce qu'on a un maire qu'on essaye de repeindre en allié de droite des LGBT, enfin des gays et des lesbiennes surtout, ouais, on va pas dire qu'ils se prononcent sur le reste, mais... Et blanc. Et blanc, bien sûr. Mais monsieur Édouard Philippe n'a pas voté à l'époque, alors qu'il était à l'Assemblée nationale, il n'a pas voté pour le mariage pour tous. Et moi j'ai appris aussi un truc, bon, il y a aussi, j'ai 2 questions à vous poser. D'abord, un vieil Havrais qui est là. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Plus longtemps que la catène. Je suis désolé, t'es le plus vieux d'ici et le plus Havrais d'ici. Donc, mais moi j'aimerais savoir quelque chose. J'ai entendu dire quelque chose qu'un certain Monsieur Gastine, donc qui est un peu le bras droit de notre maire, on peut le dire comme ça, notre maire secondaire. Il a été maire du Havre. Qui a été maire du Havre, a commencé dans le parti de Madame Boutin. Il y a une espèce d'érat Gastine Boutin. Je veux que tu me... Et notamment pendant la période du mariage pour tous. Dans l'histoire du Havre, oui. Il a distribué des flyers contre au moment du mariage pour tous avec Christine Boutin sur la plage du Havre et un peu dans la ville. Il était à fond là-dessus. Après, c'est tradit
radicato, je pense, hein, sans me tromper. Je connais pas personnellement sa vie, mais voilà quoi. Lui, il était clairement vent debout contre cette loi. Si tu veux que je le dise exactement, c'était ça. Il y a aussi Madame Firmin Lebaudot, Ah bah oui. qui a été visiter un certain laboratoire quand elle a été nommée ministre de la Santé. Pourtant, Agnès Firmin-Lebaudot nous a apporté son soutien quand on a subi la vague de haine. Hein. Alors, On a trouvé waouh. ça plutôt drôle. Ça c'était après avoir visité donc le. Est-ce que vous connaissez le laboratoire Le Jeune qu'elle a été visiter? Donc, qui, en plus d'être sur les questions transphobes, c'est aussi un laboratoire qu'elle a été visiter, qui est un laboratoire qui travaille sur les questions, qui est contre l'IVG, donc extrêmement conservateur. Et elle avait expliqué pour ce. Alors c'est sa première visite officielle ministérielle, une première visite, quand vous êtes dans un poste important, elle n'est pas que symbolique, elle marque une ligne politique pour ses alliés. Et pour justifier, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement cocasse, c'est que c'était pour dire, oui, mais c'est parce qu'on parlait des sujets de fin de vie et qu'il faut avoir l'avis de tout le monde. Donc sachez que sur les sujets de fin de vie, il est important d'avoir l'avis des personnes qui sont contre le droit de l'avortement des femmes. Voilà, c'est important pour Madame Firmin Lebaudot. On a eu aussi localement, pendant la marche des fiertés, il s'était passé il y a 2 ans, je crois, des attaques de la part de l'extrême droite, avec une réponse absente de la mairie, non? Oui, C'est ça. oui, je peux en parler. C'est lors de la 2e marche des fiertés. Alors là, le Poisson, qui est le lieu qui nous accueillait pour la soirée, avec qui on collaborait déjà, parce que la mairie, je peux le dire, hein, nous avait tâche du fort de Tourneville, parce qu'on faisait du communautarisme. Bref. Voilà. Et donc on avait eu des tags, je sais plus, des trucs à la con. LGBT hors de nos villes. Ça, c'était sur la halle aux poissons. Ouais, tu te souviens, en gros, LGBT hors de nos villes, et le refuge avait été. Les vitrines, les fenêtres avaient été pétées. Et pareil, un truc du genre mourir. Alors, c'était pas ça exactement, mais dans l'idée était quand même clairement ça. C'est ça. Et le camp politique havrais de gauche, on n'a rien reçu. On a reçu des messages de qui? De Médine. Non, les micros, c'est bon. Alors, on a eu Medine et on a eu un post Facebook de la CGT. Oui. Et Madame Gaëlle Caetano, élue citoyenne, qui est venue donner main forte, et solidaire, qui nous a soutenu parce qu'ils faisaient déjà partie du service d'ordre, qui ont toujours été présents. Et c'est elle qui nous a aidés aussi à ce qu'on puisse accéder de nouveau à un lieu quand même. Oui, parce qu'on avait, j'en parle, hein, vas-y, le poste Simone Veil, là, sur lequel on est hébergé en ce moment, déjà, c'est un hébergement précaire parce que c'est renouvelé et on ne peut même pas stocker des trucs dessus. Merci. Concrètement, on a fait quoi? On a rempli un premier dossier, on n'a pas eu de réponse. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dû faire avec Gaëtano? On a dû lui demander, après c'est son rôle bien sûr, mais normalement on n'a pas besoin de faire des démarches aussi ubuesques et compliquées, d'appliquer le dossier, d'en parler en conseil municipal pour qu'enfin on ait une réponse, juste une réponse, hein. Même pas l'obtention, c'est une réponse par rapport à ça, mais c'est une dinguerie. Suite à des rendez-vous avec des mails envoyés. Donc, et gros bisous à Gaëlle qui, franchement... Ma vie. Ah ouais, attends, j'ai appris maintenant, je fais les cœurs. Hein. C'est trop avec vous, ça. Attends, on gère ou on gère pas? Ça reste toi le plus vieux. Moi, j'en connais un autre cœur. Merde, je cherchais mon cahier, il est dans ma main. Évidemment, toutes ces répercussions au Havre, c'est aussi sur le corps médical, sur le corps politique. Donc, c'est une réalité qui est très violente et la situation pour les personnes LGBT au Havre est vraiment très précaire. Donc, ça va être aussi un enjeu, moi je pense, là il y a des municipales qui arrivent, ça va être un enjeu pour la gauche que de se saisir de ces questions-là, parce qu'on ne va pas se mentir aussi, il y a la gauche qui commence à s'intéresser à ces sujets-là, suite à des pressings, à une forte présence de la marche des fiertés, de la poudrière. C'est timide, hein. C'est timide. Ah oui, c'est timide, c'est sûr. Non mais c'est important de le souligner quand même. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Parce que même la gauche à l'époque, l'opposition, il n'y a pas eu une seule prise de position au conseil municipal. Parce que, ah oui, ce jour-là, donc quand il y a eu les tags, il y a eu les vitres cassées, et il y a eu une agression aussi avec une personne qui a fini hospitalisée, point de suture et tout ça. Moi, j'avoue que ce qui m'avait marqué, sachez-le que si, mis à part voilà, la prise de position de Medine qui avait été claire et directe, avec un soutien franc et direct, il n'y a pas eu un seul acteur politique
de tout le champ politique avré de la droite à la gauche qui avait pris position à l'époque. Et puis ni auprès de la marche qui... On est déjà une structure très consensuelle, hein, puisque la marche des fiertés organisée au Havre est très consensuelle. Enfin, je veux dire, c'est pas la révolution. Une marche, hein. et ils sont fiers. Voilà, c'est ça. On est... Non, mais on est vraiment sur la base, c'est vrai. Mais même pas du refuge, qui est pour le coup une association encore plus inscrite, plus vieille, qui est connue, qui est extrêmement consensuelle pour des stratégies politiques qui leur appartiennent et qui sont logiques, qui est de pouvoir accueillir tout le monde, d'avoir accès à des appartements et des choses comme ça. Donc il y a des lignes politiques qui n'ont pas, et même à eux, ils n'ont eu le retour de personne. Et alors que le refuge, c'est quand même dans les associations un peu institutionnelles françaises LGBT, parce qu'elle existe depuis très longtemps, enfin, c'est une mission qu'elle réalise depuis longtemps, et personne ne leur a rien dit, il n'y a pas eu de soutien, il n'y a rien eu du comment tout. C'est-à-dire que c'est une envie de ne pas y toucher, une peur de dire n'importe quoi, ou alors le fait que une représentativité d'un pourcentage qui se disent bon, on s'en fout, il n'y aura pas les votes pour... Alors oui, c'est l'ensemble de ça, et puis c'est juste... s'en foutent. En vrai de vrai, c'est surtout ça. Là, il commence à avoir un engouement. Moi, je vais pas cracher dans la soupe. C'est cool que vous nous rejoigniez tous. On va pas quand même se cacher de le dire. C'est un peu tard, sincèrement. Et c'est plus que tard même, mais bref. Et on vous lâche pas pour autant. Moi, je tiens à le dire. Et plus le temps va passer, plus on va vous rentrer dans l'art quand vous ne serez pas sur ces questions-là. Parce que nous, derrière, c'est du tabassage dans la gueule qu'on se prend, c'est des menaces. Donc, comment vous dire, la droite, on les déteste sur le sujet, mais on n'attend rien d'eux. Mais la gauche, si vous n'êtes pas carré, on va vous taper fort. Ouais, exactement. Castagne. Mais non, mais parce qu'il y a aussi une explication sur la question de la gauche, parce que tu demandes pourquoi la gauche, est-ce qu'ils s'en fichent, moi je pense au-delà de ça qu'il y a une hégémonie tellement grande du camp réactionnaire. J'ai entendu une phrase, je sais plus qui a dit ça il y a pas longtemps, ça m'a fait rire. La gauche, elle a tellement été nulle ces mauvaises années qu'elle a réussi à ouvrir la fenêtre d'Overton, mais à droite. Et, et ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est une véranda, hein, là. C'est une véranda. Mais regarde, on le voit par exemple, comment en Grande-Bretagne, c'est le Labour qui en ce moment est en train de faire passer des lois transphobes sur les toilettes, sur comme ça. Et comment en France aussi, on a des gens comme Ruffin, qui à la radio, on lui pose la question. C'était sur les questions de genre, je sais plus si c'était sur les personnes trans ou si c'était sur les LGBT en général, et qui grosso modo dit, oui bon, tout ça on verra, mais il y a des priorités dans le pays. Il a dit qu'il allait se former. Ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien la formation. Ça, il l'a dit parce qu'il s'est fait attraper. Spécialité de Ruffin. Spécialité de Ruffin. Moi, je suis désolé. Ruffin, espèce de gros connard. Ruffin, quand il est venu ici. Mais non, mais qu'il y a le collectif Adama qui est venu, qu'on lui a filé le t-shirt pour montrer une solidarité. Il a dit, monsieur, j'attends la fin de l'enquête. Moi, je crois à l'enquête d'abord. Aujourd'hui, j'ai entendu les propos, j'y étais déjà sensible puisque j'ai publié un papier. Mais je ne vais pas me positionner avant d'être intimement convaincu et d'avoir... Non mais voilà. Quand c'est les LGBT, monsieur dit, on verra plus tard. Mais islamophobie, il dit j'y fout. Par contre, Barbuck, il est là. Hein. Un truc sur la question de la militance politique, et c'est une vraie question qui est super intéressante, et c'est vrai que la gauche a été mauvaise là-dessus ces dernières années, que ce soit sur les discriminations générales, les questions sociétales même. Parce que les dernières progressions, c'était un petit peu ce qu'on a sur le social-démocratie, avant un petit peu à l'ancienne du PS, d'être quand même très libéral, mais avec ce petit vernis sociétal, histoire de faire joli, tout ça. Maintenant, ça ne marche plus vraiment, les gens ne sont plus dupes, et de toute façon, on ne peut plus avoir une vraie intersectionnalité des luttes sans avoir une lutte radicale contre le capitalisme. Maintenant, je trouve que c'est obligatoire de faire le lien entre les deux. Et ça, je trouve que c'est un truc qui manque à gauche. Surtout dans certains partis de gauche traditionnels, comme le Parti Socialiste, le Parti Communiste. Ça me désole de voir qu'ils ne font plus le lien, l'intersectionnalité, et qu'ils refusent de mettre à l'avant les luttes contre toutes les discriminations au sens large. Il n'y a pas une discrimination qui est plus importante que l'autre. Pour moi, ils sont tous à même niveau, tout ça, ça se vaut. Mais on ne pourra jamais avoir une vraie lutte anticapitaliste sans avoir une lutte contre les discriminations. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu un manque ces dernières années à gauche, et je vais défendre ma paroisse quand même, hein, mais la France Insoumise, pour ça que j'y suis allé, c'est que je vois un début de quelque chose depuis ces dernières années. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi la France Insoumise quand j'ai commencé à vouloir m'engager politiquement. C'est parce que c'est les seuls qui ont commencé à avoir ce début de lutte, cette lutte sur les sujets LGBT, d'antidiscrimination, de féminisme, de lutte contre l'islamophobie. Et comme pour moi c'est un sujet qui est très important, que j'ai même capital, c'est vers eux que je me suis tourné plus que les autres, mais il y a encore du boulot à faire.
mais que ce soit les militants qu'on a chez nous, comme partout à gauche, il y a beaucoup de boulot encore et il faut continuer. Au contraire, c'est là-dessus qu'il faut que les associations ont un rôle important, c'est de maintenir le pressing justement sur les appareils politiques. Oui, et que moi je suis convaincu parce qu'on dit on va vous taper fort, enfin quand j'ai dit ça. Non, mais il faut, c'est important. Mais le but c'est vraiment pour faire virer la gauche vers des convictions que nous on a. C'est pas pour dire on veut qu'il soit éliminé du champ politique, pas du tout. Nous on veut une gauche puissante, forte et plurielle en plus. Moi je suis pas pour un parti unique à gauche qui réunirait la gauche grandie de ses contradictions, mais comme tu le dis, même à la fille il y a des choses à faire. D'ailleurs on peut le voir sur certains sujets comme sur les travailleuses du sexe ou des choses comme ça, où c'est un champ qui est totalement vierge dans le champ politique français, qui nous dans la communauté nous touche beaucoup parce qu'on a beaucoup des personnes de notre communauté que ça concerne et ça fait vraiment partie des choses, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est important. Mais continuer le pressing, il faut continuer à maintenir le pressing sur tout le champ politique. Enfin, surtout à gauche qu'à droite, il n'y a pas trop d'espoir. Le pressing, c'est de l'énergie de gaspiller, hein, mais oui, à gauche. Moi, j'ai même pas envie avec la droite, je m'en fiche. Ça sert à rien, c'est le temps de perdu. Mais au sein des luttes LGBT et des luttes féministes, est-ce que aussi on n'a pas raté des coches? Est-ce que ces dernières années, est-ce qu'il n'y a pas un bilan à faire? Parce que moi, quand je vois, je vais revenir sur quelque chose qu'on a tous vécu ici, le débat qu'on a fait la dernière fois, quand j'entends un parti qui se dit ni de gauche ni de droite, mais qui essaye d'aller manger à gauche des voix, qui est le Havre est à vous, surtout pas de gauche. Surtout pas de gauche, et qui nous sort des immondices sur ce que seraient les questions féministes, alors que quand vous suivez justement ces sujets-là, franchement, moi j'étais abasourdi de me retrouver face à des personnes qui, aussi sérieusement que ça, nous disaient on va enlever les terrains de foot dans les écoles parce que pour laisser plus de place aux femmes. Moi, ce qui m'a tué. Et moi, je joue au foot, connard. Mais oui, et par exemple, comment aussi le féminisme est utilisé d'une nouvelle fois pour des politiques, pour permettre des politiques islamophobes ou racistes. On a quand même la personne du Havre est à vous qui nous a dit tranquillement, oui, parce qu'il faut voir quand même les violences masculines, les prisons, il y a 80% d'hommes à l'intérieur. Mais comment tu peux en être encore à cette analyse-là, à pas te pencher sur le fait que c'est majoritairement des populations noires et arabes et racisées, et que c'est surtout un instrument de l'État pour pouvoir avoir une politique coloniale, pour pouvoir avoir une politique racialiste. Et moi, j'ai pas envie, en tant que militant LGBT, d'être associé à de tels discours qui se voudraient féministes ou queer. Ça, c'est une conséquence surtout du libéralisme et de comment nos luttes sont rendues individuelles et des politiques identitaires. Alors, les politiques identitaires, c'est beaucoup de choses, je ne vais pas développer le sujet, mais comment différentes luttes sont isolées, et notamment tout ce qui est question de féministe, et le féminisme qui a été associé à la misandrie, et comme ça on met tout le monde dans le même paquet, et puis la question de race, effectivement, elle disparaît, alors que non, clairement, c'est multifactoriel, et c'est à prendre en cause, etc. Et c'est un problème qu'on rencontre encore actuellement autour des questions aussi de genre, etc., où les gens ne voient pas les différentes dimensions de la question, en fait. Je suis désolée, je sais pas où je vais aboutir, mais... Non, mais il y a une hégémonie aussi, il y a aussi une hégémonie bourgeoise et blanche de la pensée, qu'on retrouve un peu partout dans les médias et tout ça. Donc les gens, tu sais, ils aiment bien avoir du prêt-à-penser. Donc une histoire comme les terrains de foot dans les écoles, c'est quelque chose qu'ils ont lu dans un encart de, je sais pas qu'est-ce qu'ils lisent, si c'est le Figaro ou quoi. Oui, c'est ça. Voilà, et qui pensent pouvoir comprendre nos luttes avec des simplifications comme à la con, comme la misandrie, etc. Et en oubliant totalement tout ce qui est du racisme et de l'islamophobie, et pareil qui brancardiste, oui on va défendre les droits LGBT, etc. Mais par contre pour défendre les droits des personnes noires et arabes, notamment des hommes noirs et arabes, non ils sont misogynes, je peux pas, non. Ça c'est intéressant parce que là quand on écoute la rhétorique de la droite et surtout de l'extrême droite, là en ce moment on voit la facilité dans laquelle ils tombent dans l'essentialisation. C'est beaucoup plus facile de dire qu'il y a un ordre naturel dans les rapports de domination, que chaque chose est bien rangée dans son ordre, chacun a son rang, sa hiérarchie, sa place, que d'admettre qu'il y a des violences structurelles et que tous ces rapports de domination ne sont que constructions sociales créées par ce système libéral, capitaliste, etc. Mais si on se pose la question qu'il y a une question structurelle, c'est que c'est pas naturel, du coup, faut se poser la question de voir comment l'abolir, le retravailler, etc. Donc c'est toujours plus facile d'admettre un côté essentialiste
Non seulement sur la droite et l'extrême droite, je suis d'accord avec toi, mais ce qui nous fait le plus de mal, c'est qu'on n'est pas clair à gauche non plus sur la question. En vrai, qu'on est sur un féminisme majoritairement blanc, pareil sur les questions LGBT aussi, blanc et libéral, et que comme on n'est pas... Il n'y a pas vraiment de pensée hégémonique à gauche, c'est de la défense qui est assez tiède, qu'en vrai, ce qu'arrive au PD, on s'en fout un peu, jusqu'à ce qu'ils se rappellent que « Ah mais oui, c'est vrai, autonomie corporelle, ça nous impacte aussi dedans ». Parce que pareil, on a vu beaucoup de féministes se lever sur le projet de réarmement démographique, qui est une horreur. Par contre, on est bien d'accord, le réarmement démographique, c'est le réarmement démographique des utérus blancs. Mais par contre, s'alarmer quand on a vu les réponses débiles qu'il y a eu autour de l'abaya, toutes les lois depuis 2004, depuis l'interdiction du voile, donc sur toutes les femmes musulmanes voilées, qui donc seraient toutes des idiotes ou soumises, c'est-à-dire leur enlever toute agentivité, toute volonté politique, toute culture, toute réflexion derrière un choix qui est quand même de choisir comment on s'habille, enfin toutes ces choses-là, je pense que ça aussi, ça nous fait énormément de tort et qui fait que là, on n'est pas prêt et pas armé, puisque depuis des années, le libéralisme nous a niqué complètement et qu'il a permis en place, et qui est maintenant très efficace, ce qu'a appelé le néocolonialisme, mais qui est en fait la suite la continuité du colonialisme. C'est juste vite fait, l'indépendance a été redonnée à tous, et encore faut voir dans quelles conditions. Avec des chaînes quand même. Voilà, et comment cette logique-là, c'est toujours une politique coloniale sur ton propre territoire, en déterminant des populations qui ne sont donc pas... Ils ne peuvent pas dire qu'on n'est pas citoyen encore, mais on est quand même dans cette logique-là. On n'est pas... C'est du sous-citoyen. Un Français arabe de 4e génération est d'abord arabe. Et c'est pareil, quand moi je dis Français-arabe, c'est pas ma pensée à moi. Mais pour les gens, c'est comme ça que c'est fait. Pareil pour une personne LGBT. Ça s'était vu avec la loi sur ça s'est vu avec la loi sur l'immigration, c'est ça votre... Mais oui, mais là où je leur en veux énormément, c'est que pendant le quinquennat sur lequel on a été leur grande cause de gauche que d'avoir fait le mariage pour tous, et il faut voir le nombre de débats que ça a soulevé, nous, dans la communauté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contre ce projet pour plein de bonnes raisons, et ça fait débat, ça fait toujours débat, mais c'est aussi pendant ce même mandat où il y a la remise en question du fait de pouvoir retirer la nationalité à un binational qui a été remis sur la place publique. C'est grâce au PS que ça a été fait. C'est extrêmement problématique. Moi, je vais en revenir au truc du woke. Tu vois, le Nouvel Obs, on pourrait dire. Le Nouvel Obs, c'est très PS et machin. Et en ce moment, ils ont une BD tout l'été. Ils ont un truc qui s'appelle les Wokés. Et en fait, c'est une BD qui se moque des woke. Par des gens qui normalement sont woke aussi, tu vois, et je comprends pas, c'est une attaque en règle, BD après BD, à tout ce que sont les luttes des woke, et ça participe de ces attaques qu'il y a contre le... Moi je vais donner mon avis dessus, mais d'abord vas-y Livia. Alors juste sur Lisa Mendel, je te conseillerais de lire l'entièreté de son œuvre. Mais je la kiffe, je ne comprends pas. Et je ne sais pas, après je pense qu'elle veut aussi apporter... Je vais parler à sa place. Je la connais pas du tout. Défends-la. Alors, vous avez cru que j'avais défendu Ruffin, par contre, mais je pense qu'elle a fait face et qu'on est plusieurs à faire face aussi. Alors, je ne sais pas si ça passera au final et tout. Mais par contre, on est arrivé sur une police de la pensée débile. C'est-à-dire, on n'est plus que sur de la posture morale. Il faut que les gens parlent bien, utilisent les bons termes, mais fondamentalement, ils défendent personne. Et moi, je pense que c'est ça qu'elle critique quand elle dit les woke. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus sur une police de ce que les gens doivent dire, de comment il faut dire. Mais on peut te dire la plus belle des saloperies, mais t'as pas été transphobe dans comment tu l'as dit. Tu manges vegan et tu as ton vélo. C'est un peu ça. Souvent, nous, on est vus comme les woke. Et moi, je sais que moi, auprès de mes amis, ça fait déjà longtemps que je dis, mais moi, je veux pas être vu comme un woke. Parce que être woke, c'est être affilié idéologiquement, par exemple, à des, à des tondeliers.
Des tondeliers qui, je rappelle, surveillent Médine et considèrent que Allah Akbar dans une manifestation pour la Palestine, moi je veux pas y être associé. Oui, mais c'est en ça que je te dis que c'est un espèce de pot pourri dans lequel la droite et une partie de la gauche, qui est pas vraiment de gauche, mais les gens qui se battent pour des droits et les droits des opprimés, c'est quand même. C'est une façon de rendre la lutte absurde. Hein. Donc après, oui, mais c'est ça, c'est rendre et un peu ridicule. Et un peu ridicule. Je pense que des fois, on manque aussi de regard sur nous-mêmes, sur notre camp politique et sur la gauche. Et que somme toute, si les gens votent pas pour nous, c'est oui, ok, ils sont attirés par les autres projets, mais c'est parce qu'ils sont pas attirés par les nôtres, surtout. Ouais, il y a quand même un rouleau compresseur médiatique. Enfin, si tout le monde se fout de nous, tout le monde nous accuse, et en plus les gens dans notre coin disent ouais, on est un peu ridicule quand même. Il y a un rouleau compresseur médiatique, mais malgré tout, et on en a aujourd'hui une personne qui représente l'exemple, il y a des partis comme l'AFI que dès qu'ils décident d'avoir un discours un peu plus carré, qui vont pousser, quand ils vont être dans des moments de doute entre la gauche et la droite, ils vont choisir la gauche, qui vont pousser, et bien aujourd'hui on a un parti qui fait 20%. Et qui est l'un des rares partis d'Europe à gauche qui arrive à avoir une hégémonie dans son camp, dans son pays, sur sa gauche et pas sur sa droite. D'ailleurs, moi, ce que je trouve très rigolo, c'est que l'AFI, c'est l'un des seuls partis où j'entends plein de personnes autour les pousser à leur gauche. Et donc, moi, je me dis, il y a peut-être aussi une leçon à prendre. Mais ça, c'est intéressant. C'est pour ça que, ouais, la FI, oui, justement, beaucoup de gens les tirent à gauche et je les remercie. Mais moi-même, j'essaie de la tirer à gauche. Je trouve qu'il faut cliver de plus en plus maintenant. Il ne faut pas avoir peur de trancher sur des questions. Quand on voit que tu t'as cité Marine Tondelier, ou c'est toi, je sais plus, mais quand on voit qu'il y a encore pas si longtemps, elle a passé sur le plateau de l'Humanité, je crois, où ils n'ont toujours pas réussi à résoudre la question, à trancher sur le capitalisme pour ou contre. Bah moi je trouve ça un peu problématique aujourd'hui en 2025 de ne pas réussir à trancher cette question-là. Et quand on peut pas, je sais plus qui disait l'écologie sans lutte des classes et du jardinage, je suis assez d'accord et c'est valable pour tous les sujets. Quand Marine Tondelier parle de féminisme mais ne remet pas en question les rapports de domination du capital, bah il n'y arrivera pas, ça sert à rien, c'est que du vent. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à aller plus vers la gauche, redécaler à la gauche et pour ça il faut pas avoir peur à trancher, à être clair sur les sujets. Oui, le capitalisme c'est un ennemi, il faut pas avoir peur de le dire. Et oui, il y a des rapports de domination qui existent, mais il faut trancher sur le sujet et pas avoir peur, faut pas arrêter de louvoyer comme font tous ces partis de pseudo-gauche qu'on a aujourd'hui, soit le PS, les Verts, tout ça, où ils hésitent, ils sont hésitants. Et du coup, bah, les gens n'ont plus confiance dans ces gens qui sont hésitants. Les gens, ils se sont assez fait avoir, comme le mandat de 2012 à 2017 de Hollande, ça avait la preuve totale que ce que les gens ne veulent plus se faire avoir. Donc les gens vont de l'autre côté, voir ce qui se passe, ils n'ont plus confiance. Quand j'entends des Marine Tondelier me parler d'extrême droite ou même des François Hollande, des Olivier. De l'autre côté, lui, il dit mais non, c'est du même côté. Hollande, c'est à droite. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais ou même des gens du PS qui te parlent de attention, l'extrême droite est à nos portes. Oui, mais regardez-vous, c'est à cause de vous qu'elle est là. Et c'est eux qui ont bien la peine à introduire les sujets de l'extrême droite. C'est ça, c'est vous venez nous voir, faut faire l'union, tout ça. Moi, ça me. Ok. Sauf que vous venez pas me sortir la carte de l'extrême droite alors que c'est vous-même qui êtes responsable. Admettez au moins que vous avez été responsable dans la montée de l'extrême droite. Oui, et qu'on va se rappeler aussi d'un petit truc. Moi, c'est en ça que je dis, le féminisme en soi, comme les luttes LGBT en soi, comme l'antiracisme en soi, si on n'y met pas tout un paradigme et toute une logique pour expliquer ce qu'on entend en soi, ça veut rien dire. Vous faites pas avoir là-dessus, parce que si c'est juste du concernisme, il se trouve que peut-être la première présidente de la 5e République en France sera celle qui va avoir le plus de normes LGBTophobes et antiféministe de l'histoire moderne française, si c'est une Le Pen qui passe. Et moi, je me rappelle encore de cette gauche de l'époque qui se disait de gauche et qui disait non mais quand même, attendez, le CAC 40, vous avez vu, c'est que des hommes. Et qui donc grosso modo est en train d'expliquer que l'exploitation par les femmes serait un petit peu mieux. Le problème, c'est pas l'exploitation, c'est que ce soit pas des femmes qui exploitent. Mais on vit dans quel... Et ça, c'est un discours... Mais oui, mais moi je suis désolé, des féministes solides, il en existait déjà à l'époque et ça a été un choix de la gauche de mettre en avant certains discours plutôt que d'autres. On avait tous les opéraïstes italiennes étaient déjà passés par là. En France, on a eu une dépente et quand on lit King Kong Theory, moi aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle est en train de répondre à notre époque et on a eu comme ça beaucoup de personnes. Moi, qu'une personne comme Morgane Merteuil aujourd'hui ne soit absolument pas plus connue que ça et absolument pas plus hégémonique que ça à gauche, c'est scandaleux. Voilà, je suis énervé ce soir. Excusez-moi. Il fait froid, on va commencer à arrêter. Avant tout, nous, au Havre des Luttes, on va traiter ces sujets dans l'année, évidemment. Pour la Poudrière et la marche, qu'est-ce qui va se passer cette année ? Alors, on a une réunion pour ça. Donc on va voir. Mais comme d'hab, nous on va refaire nos permes et tout. Tu connais, regarde sur nos réseaux sociaux.
Donc permanence ouverte à tous, mixte, et on était permanence trans. On a d'autres événements plus centrés sur le culturel. On va voir aussi pour faire des formations externes, internes sur des sujets pas que LGBT, mais du coup en partie de ça. On va revoir du coup, après moi je te parle de mes projets aussi à la présidence. Mais du coup, parce que Zoé est candidate à la présidence. Votez pour moi. Le site va être mis à jour. C'est pas fini, c'est pas fini. Oui, mais bon, quand même, nous félicitons Coridouane qui nous a refait un très beau site et qui sera bientôt dispo et tout est hyper bien fait dessus. Voilà. Merci Cory, big up. Axel, pour toi, il y a une campagne municipale qui s'annonce, je suppose. Ouais, on va partir de là, bientôt ça va arriver, hein, c'est demain quasiment, hein, ça va être en cours, j'ai plus la date exacte en tête, mais c'est des cours en septembre, début de la campagne pour une élection qui sera cours en mars, donc oui ça va arriver vite, il y aura beaucoup de boulot, beaucoup à faire, parce que bon, comme on a dit tout à l'heure, on a parlé d'Edouard Philippe, il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus, parce qu'on va pas envie d'y redonner la ville pour 6 ans, peut-être même 7, hein, ce mandat-là il veut peut-être même durer 7 ans, avec ce que comme les présidentielles, ça fait 2027, 2032, pour pas que les deux élections en même temps, ce mandat municipal risque de durer 7 ans au lieu de 6. Donc on va pas y laisser la mairie encore pendant 7 ans. Puis aussi, je fais la petite pub de réseaux sociaux. Hein. Vous pouvez nous suivre, Le Havre Insoumis, nous contacter si vous voulez faire des choses, venir discuter avec nous du programme. Beaucoup de choses à dire. Donc Le Havre Insoumis sur Facebook ou Instagram, vous nous envoyez un message, on vous répondra rapidement pour donner les informations sur ce que vous pouvez faire, vous engager ou si vous voulez juste des renseignements. Et moi, je tiens à dire un truc, finir un peu la vidéo comme la dernière fois. Aujourd'hui, on a parlé des questions LGBT et féministes. Les dernières fois, on n'a pas pu parler des municipales. Et moi, je trouve, sur tous les retours qu'on a eus, bon, déjà, on n'a eu que des bons retours, donc merci beaucoup. Mais tout le monde a l'air très inquiet en ce moment et dans une forte inquiétude face au camp fasciste en face et qui potentiellement pointe le bout de son nez. Et tout le monde se sent démuni. La lutte n'est faite que des gens qui la composent. Donc n'hésitez pas, selon vos sensibilités, oui, rejoignez-nous, à aller rejoindre des orgas LGBT, à aller rejoindre des partis. Si aucun ne vous plaît, moi j'entends, je ne suis pas de ceux qui font la leçon de créez votre parti. Mais oui, créez vos partis, vos organisations. Ça peut être une association sur un sujet qui vous tient à cœur, vous trouvez qui n'est pas assez bien discuté par les différents représentants du champ politique. Mais n'hésitez pas. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous toquez, vous allez voir des militants qui savent et vous leur dites on ne sait pas quoi faire. D'ailleurs, j'ai précisé un truc sur la France Insoumise par rapport à ce qu'il a dit des partis, mais dans le sens on est un mouvement, on n'a pas de carte d'adhérence, et c'est juste dans cette nuance-là, c'est qu'il n'y a pas de carte d'adhérence. Comme la République En Marche. Même sans argent ou même sans rien, on peut venir militer, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de cotisation mensuelle ou d'adhérence. Nous aussi, c'est gratuit pour le moment. On aura peut-être des adhésions après. Et donc voilà, moi je pense que merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. On va aller prendre un grog pour cet été. Bientôt. Lisez Boys Run the Riot, je conseille ça, c'est super. Bientôt, on refera un sujet de toute façon autour de ces questions-là, parce que si vous ne savez pas, allez voir dans la chaîne YouTube du Havre des Luttes, on a capté plein de conférences, on a fait des événements, toujours en partenariat avec la Marche des Fiertés, avec la Poudrière, parfois avec d'autres organisations aussi. Dernièrement, on a reçu Myrna. Enfin bref, il y a plein de choses qui ont été faites. C'était trop bien, merci la Marche des Fiertés et la Poudrière d'avoir organisé ça. Je reprécise, très important, si vous voulez qu'on puisse se développer et que le discours politique de gauche avec des débats et des espaces publics existe, eh bien il faut donner de l'argent, parce que comme ça fait un cœur, comme ça fait du pognon. Le prestidigitateur. C'est le tour de ma vie. Au Baléares, parce que il fait trop froid au Havre. Allez, salut. Un octobre au Havre.